Tu dois l'entendre partout. Il est impossible de devenir développeur junior en 2026. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Enfin plutôt à cause des avancées de l'IA. L'IA peut coder comme un développeur junior, si ce n'est mieux. Et donc, du coup, il est absolument suicidaire de se lancer dans une voie de développeur. Même si tu aimes ça, même si tu as envie de l'être, ce n'est pas possible. C'est ce que tu entends? Eh bien, en tant que développeur senior depuis plus de 10 ans, laisse-moi te raconter que tout ça, c'est des conneries. Et dans ce podcast, je vais t'expliquer point par point pourquoi ces gens qui te vendent l'IA comme étant le grand remplaçant de tous les développeurs te racontent de la merde et pourquoi c'est une excellente idée de se lancer dans la voie du développement, que ce soit du front, du back, du full stack, peu importe, il faut que tu deviennes développeur si cela est ton souhait, si c'est ce qui t'anime. Salut à tous les frérots, c'est Tim. Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut être important pour certains d'entre vous, peut-être pas tous, ou peut-être des nouveaux de la chaîne qui vont découvrir la chaîne par cette vidéo. Est-ce que je dois me lancer dans cette voie, risquer d'y perdre des années pour me retrouver complètement baisé à la fin? Alors moi je te dis que oui, je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à liker cette vidéo et à télécharger le guide de la discipline éternelle si tu veux démarrer 2026 en t'accomplissant, en arrêtant de reporter tes objectifs à demain et en devenant enfin l'homme que tu as toujours rêvé de devenir et l'homme que tu aurais toujours dû être, eh bien c'est en description que ça se passe. Tu as le code Rien à battre qui est encore disponible jusqu'à fin janvier. Après ça, c'est finito. Ce sera au prix de base. Et même au prix de base, tu seras gagnant dans tous les cas. Bon, j'arrête ma réclame. Comme je le dis toujours, on va pouvoir commencer directement sur le cœur du sujet. Alors déjà, il y a une première chose qui s'est passée, c'est que dès que l'IA générative disponible au grand public est arrivée, c'est que tout le monde s'est mis à dire que les développeurs étaient foutus. Tout simplement parce que l'IA était capable de générer une page HTML. À la base, c'était ça, hein. Fin 2022, début 2023, l'IA savait générer un composant générique et une page HTML simple. Et donc là, tu avais les mecs qui connaissaient que dalle au développement, qui ne savaient pas quelles étaient les vraies contraintes du développement at scale, donc du coup à l'échelle, qui arrivaient, qui te disaient regardez, j'ai fait une landing page juste avec de l'IA. Les développeurs, vous êtes morts, c'est fini. Fils de pute, t'as rien compris. Et ça montre bien qu'il y a énormément de gens qui sont des ignorants lorsqu'il s'agit de parler de sujets qui ne les concernent pas. Et les développeurs, on en aura toujours besoin. L'IA aujourd'hui n'est pas en capacité de remplacer des développeurs et il faut foutre dans le crâne. Moi, j'ai vécu à peu près tous les âges, hein. Là, j'ai vécu l'âge où il n'y avait pas d'IA, l'âge où l'IA a commencé à arriver dans les métiers, et l'âge où aujourd'hui l'IA est en train de foutre le bordel dans certaines bases de code, et donc on demande à des développeurs de venir réparer le truc. Ce qu'il faut savoir sur l'IA, si tu es vraiment un profane et que tu n'y connais rien du tout sur le code, c'est que l'IA est une excellente exécutrice. D'accord? L'IA sait exécuter des ordres. Elle le fait très bien. Aujourd'hui, on a des modèles comme Claude, Claude Opus 4.5 qui est quand même quelque chose d'assez bluffant, qui va être en capacité de générer des dizaines, voire des centaines de fichiers, de connaître une base de code, donc toute une code base que tu peux avoir, et qui va être en capacité de suivre des règles précises. Ça, c'est vrai. Ça, il faut pas se leurrer, il ne faut pas vivre sous copium. Mais par contre, l'IA est une très mauvaise planificatrice. C'est-à-dire que l'IA, elle va simplement répondre aux ordres que tu vas lui donner. Et combien de fois il y a, et là je t'en passe à l'écran, hein, des projets qui se sont retrouvés jetés à la poubelle où des gens se sont endettés pour pouvoir créer une application, mais étant donné que l'IA n'a pas eu de direction qui était une direction claire, précise et surtout animée par quelqu'un qui lui disait d'aller à tel endroit, parce que la direction c'est quelqu'un qui l'indique à l'IA, l'IA ne peut pas la prendre toute seule, ou si elle la prend toute seule, c'est un coup de chance si tu tombes sur le bon, mais la plupart du temps, pour bosser avec les IA quotidiennement, je peux te dire qu'elle va très souvent prendre le mauvais chemin si tu lui dis pas correctement de bien faire les choses. Eh bien, à la fin, tu as des gens qui se retrouvent endettés, ruinés. Pourquoi? Parce que ils payent des factures à Cursor, ils payent des factures
gigantesques pour pouvoir générer des applications qui sont de très mauvaise qualité. Et dès lors qu'ils vont vouloir ajouter des features dans cette application, eh bien, ça va être de la merde en boîte. Ils ne pourront pas le faire parce que la base de code ne sera pas évolutive. Et c'est en ça qu'on a besoin des développeurs. Les développeurs connaissent les bases du code. Ils savent comment coder alors quand c'est des bons développeurs, bien évidemment, ils savent comment développer des architectures qui vont tenir dans le temps. Ils savent voir les mauvais patterns dès lors que le code commence, dès que la base de code commence à se créer. Tu vois des mauvais patterns, typiquement quand tu te retrouves, là je vais parler à ceux qui connaissent vraiment le code, hein, mais quand tu te retrouves avec un fichier de code où il y a trois quatre responsabilités, que ce soit des énums qui sont mises dans le même fichier, que ce soit des constantes qui n'avaient rien à faire là, que ce soit des méthodes qui auraient pu être mises dans des utils, etc. Je parle vraiment technique, mais l'idée c'est de comprendre que l'IA va utiliser tes fichiers pour faire des fourre-tout. Et à la fin, quand tu vas te retrouver avec 15-20 fichiers où il y aura des méthodes qui sont dupliquées, eh bien du coup, on ne saura plus quoi utiliser. Et c'est ça qui rendra ton code de très mauvaise qualité. Et aujourd'hui, il faut vraiment le comprendre, c'est que l'IA doit avoir un cerveau qui la dirige. Donc, elle n'est pas encore autonome à ce niveau-là. Et aussi, il faut arriver à comprendre un truc pour tous les gens qui disent que les développeurs sont morts. Eh bien non. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas pousser du code en production qui n'a pas été vérifié par des humains au préalable. Et moi, je te l'ai dit, il y a eu des accidents comme ça. Je t'en passe à l'écran là tout de suite. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se sont retrouvés dans la merde parce qu'ils ont poussé du code qui n'a pas été vérifié, qui n'a pas été review par d'autres humains et qui au final s'est retrouvé en production et a cassé des productions. Et c'est pour ça qu'on a encore besoin des développeurs et que les développeurs ne sont pas morts. Et on a vu, fin 2025, un rebond des offres pour les développeurs parce qu'on a cru pouvoir remplacer les développeurs par des IA. Sauf que ça ne marche pas comme ça. L'IA n'est pas un remplaçant, c'est un outil. Un développeur qui va savoir utiliser de l'IA va être excellentissime. Il va être excellentissime. Moi, c'est ce que je fais. J'arrive à créer des applications assez rapidement grâce à l'IA. Et le développeur qui n'utilise pas l'IA va se faire dépasser par les développeurs qui l'utilisent. Parce que lui va rester, je vais en reparler à la suite du podcast, mais lui va rester très fortement dans ses appuis en disant non, moi je veux pas de l'IA, etc. Et au final, à la fin, il sera obligé d'y venir parce que ça va devenir un outil indispensable. D'accord. Et lui, vu qu'il ne se sera pas mis à la page, eh bien, il va plus avoir les offres, il va plus être contacté, là où des gens qui ont su se démarquer, qui ont su apprendre, qui ont su mettre de l'eau dans leur vin, qui ont su aller apprendre, eh bien, eux vont recevoir des offres et vont se mettre bien. Et c'est là où on arrive sur les jeunes développeurs. Donc toi, tu es là, tu as envie de devenir développeur, tu te dis, c'est peut-être mon moment de briller, mais le problème, c'est que l'IA me fait beaucoup trop peur. Je ne sais pas si on va accepter de me recruter quand je vais arriver dans une entreprise. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Tu as partiellement raison. Alors, tu as tort parce qu'aujourd'hui, il y a de la place pour les jeunes développeurs, mais l'IA est un piège pour les jeunes développeurs. Il y a un réel danger aujourd'hui à générer du code sans réfléchir. Et quel est ce danger? C'est très simple. Quand tu es jeune développeur, tu le sais. C'est la fainéantise. En fait, il faut savoir une chose, c'est que la courbe naturelle de l'homme, c'est de chercher à obtenir un maximum de ressources avec un minimum d'efforts. Et donc, l'IA t'offre ça. Elle te donne cette illusion que tu vas pouvoir obtenir un maximum de code, un maximum d'efficacité en faisant pas beaucoup d'efforts. C'est vrai, mais lorsque tu n'as pas les connaissances en architecture, quand tu ne sais pas construire une application front sans comprendre les tenants et les aboutissants de chaque composant, quand tu ne connais pas le CSS, pourquoi il faut bien organiser son CSS, utiliser des classes utilitaires, comment on va créer du template, quand tu ne comprends pas toutes ces choses-là, quand tu ne comprends pas les architectures par domaine, etc., eh bien, tu laisses l'IA faire à ta place. Tu lui dis, écoute, tu connais les meilleures pratiques vu que tu es une grande base de données. Fais-moi ce qui est le mieux possible et imaginable. Sauf qu'il va faire devant tes yeux beaucoup de code qui va te sembler très intelligent, mais qui, en fait, au final, quand tout va s'assembler, va devenir complètement débile. Et vu que tu vas être en capacité d'à peu près faire démarrer des applications sur ton localhost, tu vas avoir la sensation que tu es le roi du monde, tu as réussi à faire un truc avec des dégradés violets, l'IA adore les dégradés violets, et tu vas te dire, eh bien punaise, c'est magnifique, ça fonctionne, c'est une solution que je peux vendre à des gens, eh bien écoute, je suis un vrai développeur, je suis trop fort, nique tous les autres. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé,
c'est que c'est l'IA qui a développé et tu l'as juste un petit peu dirigé. Ça te montre qu'une partie du pouvoir que tu pourrais avoir si tu arrêtais d'être une feignasse. Et moi, je me dis une chose, c'est que je remercie Dieu d'avoir eu, de ne pas avoir eu l'IA au début de ma carrière. Au début de ma carrière, si j'avais eu l'IA, je serais devenu une merde. Et pourquoi je dis ça? Parce que on apprend dans l'adversité. Par exemple, quand tu veux apprendre, quand tu es un gars timide, etc., tu veux apprendre à parler à des femmes, etc., tu es obligé d'y aller. Tu ne peux pas apprendre par la pratique, tu ne peux pas acheter des bouquins, des bootcamps. Je fais des dédicaces à des formateurs douteux. Tu ne peux pas acheter des bootcamps, tu ne peux pas acheter des qui vont t'apprendre à parler à des femmes. Il faut que tu y ailles pour vraiment apprendre réellement dans ta chair. Et c'est pareil pour le code. Si tu veux devenir bon dans ton métier, il faut que tu pratiques. Et c'est dans les erreurs de build, c'est quand tu essayes de construire une application qui ne se construit pas, quand tu as un bug invisible, quand tu es en train de te cogner la tête contre les murs à 4 heures du matin parce que ce bug qui t'empêche de lancer ton projet est en train de te flinguer, que tu apprends, quand tu réussis à résoudre tous ces bugs et tous ces problèmes, que tu apprends à développer réellement. Et ça, l'IA peut te l'enlever si tu te reposes trop sur elle. Et vraiment, je te dis, si je n'avais pas eu l'IA, si j'avais eu l'IA, ça aurait été un carnage, je ne serais jamais devenu un bon développeur. C'est le fait de ne pas avoir eu l'IA, c'est le fait d'avoir été curieux de savoir comment me sortir de situations qui étaient très complexes qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir. Si j'avais pu avoir l'IA, je n'aurais jamais eu tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à comprendre que effectivement, si tu es une feignasse et que tu penses que l'IA va te carry pendant tout le long de ta carrière, eh bien tu te trompes. Dès que tu vas arriver sur le marché du travail, tu vas être en concurrence directe avec des mecs comme moi, donc des seniors, qui codent avec l'IA en plus et qui comprennent en plus de ça ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils font des bases de code qui sont extraordinairement propres, extraordinairement scalables et qui du coup vont gagner énormément de points vis-à-vis de grands comptes où ils vont pouvoir signer des gros contrats pour leurs agences, etc. Là où toi, tu vas encore être en train de supplier pour obtenir un petit CDI de merde. Et tu l'auras pas en plus de ça. Donc vraiment, arriver à comprendre une chose, c'est que l'IA peut être un piège pour toi et elle ne doit jamais se substituer à ton apprentissage. Bien au contraire, utilise-la pour apprendre. Je te donne un exemple tout con. Tu commences un projet, ok? Tu commences un projet, mais tu t'interdis l'utilisation de l'IA pour générer du code. Tu utilises l'IA pour comprendre les erreurs que tu es en train de faire au moment où tu es en train de les faire, mais tu n'utilises pas l'IA pour générer du code qui fonctionne comme ça en claquant des doigts. Sinon, tu n'apprendras jamais. C'est très important à comprendre. Si tu veux devenir développeur, utilise l'IA d'une autre façon que celle qu'on veut te faire utiliser. C'est-à-dire, tu codes avec elle. D'abord, apprends. Dès que tu seras à l'aise dans ton apprentissage, dès que tu te sentiras à l'aise, demande à l'IA de te challenger, à ChatGPT de te challenger sur des questions, etc., sur l'architecture, comment on construit un front, comment on construit un back, comment le front communique avec le back avec le front, quels sont les protocoles de communication de données, HTTP, REST, SOAP, WebSockets, etc. Dès lors que tu comprends la grande image, eh bien à ce moment-là, tu peux commencer à utiliser l'intelligence artificielle et les principes de base du code, hein, le solid, le dry, le single source of truth. Toutes ces choses-là, une fois que tu les comprends, que tu comprends leur utilité, eh bien à ce moment-là, tu peux commencer à coder avec l'IA, la laisser générer du code et être un reviewer. Et c'est là où tu deviens très fort et très redoutable. Voilà, ça c'est super important à comprendre. Comment savoir s'il est encore possible de devenir développeur junior dans l'ère de l'IA générative en 2026? Eh bien, c'est très simple. Tu as juste à voir qu'il y a énormément d'offres d'emploi qui affluent de partout. Et moi, je te le dis, je suis certain qu'il est encore possible de devenir développeur junior en 2026. Moi, je regarde, hein, tu peux regarder typiquement dans des sites de grands comptes, de grandes banques, etc. Ils recrutent des alternants. S'ils recrutent des alternants, c'est qu'ils croient en l'avenir. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que en France, il y a un énorme retard sur l'IA. Il y a un énorme retard. Toi, tu traînes sur des YouTube de mecs qui sont très à l'avance sur l'IA, qui suivent la tendance américaine, la tendance mondiale, et qui ont vraiment beaucoup d'avance sur le développeur lambda. Toi, étant donné que tu es encore jeune et que tu as envie de devenir développeur junior, tu ne fréquentes pas de développeurs dans des grandes entreprises. Moi, pour le faire, pour l'avoir fait, je peux te garantir que
les grandes entreprises en France, donc celles qui recrutent et qui ont de l'argent entre les mains, n'ont pas encore mis trop de pieds dans l'IA. Ils ont commencé à mettre un orteil dedans, certains ont commencé à mettre un pied dedans, mais ils ne sont pas complètement dedans et il va falloir encore plusieurs années pour que ça se fasse. Et crois-moi sur parole là-dessus, quand je te dis qu'en France, tu as encore énormément de chances de pouvoir rentrer dans ta carrière de développeur junior. Voilà. Là où ça peut bloquer dans ta recherche d'emploi quand tu es développeur junior en France, c'est au niveau des budgets. Étant donné les problèmes qu'on peut trouver actuellement dans le marché, il y a beaucoup de problèmes au niveau des budgets, au niveau du gouvernement, etc. Donc les entreprises sont frileuses à recruter. Il n'y a que là que tu vas rencontrer des problèmes. Mais ce n'est pas l'IA qui va t'empêcher à proprement parler de trouver des jobs. Mais connaître l'IA, savoir l'utiliser, ça va t'aider à gagner des points. Alors, il faut aussi comprendre qu'il y a des nouveaux marchés qui vont s'ouvrir dans le monde entier. Et même en France, moi j'en vois, j'ai commencé à recevoir des propositions pour mon agence. Il y a des gens qui vibe code des applications, donc qui les développent, des mecs qui sont très bons en marketing, qui ont déjà des audiences, etc., qui vont développer des applications, ça existe déjà, et qui vont avoir besoin de gens qui vont réparer leurs conneries. Donc ça, c'est des nouveaux marchés qui sont sur le point de s'ouvrir. Donc c'est des nouvelles opportunités. Et il faut aussi arriver à comprendre que la majorité des développeurs en France sont des feignasses. Pour en avoir fréquenté pas mal, quand je discutais d'IA avec certains d'entre eux, ils étaient en mode non, moi j'utilise. Soit ils sont en mode dans une posture de loser où ils vont se dire non, mais moi j'utilise pas l'IA, c'est pas bien, l'IA c'est mal. Enfin, tu vois, au lieu de dire c'est un outil, c'est ni bien ni mal. Ah non, c'est horrible, ça détruit du travail. Je sais pas. En fait, le truc c'est que ces gens-là ont 5 trains de retard sur l'IA et en fait, ils vont se faire manger en fait. Ils vont se faire manger. Eh bien, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Fais partie de ceux qui vont prendre des jobs à ces gens-là, qui eux ne voudront pas avancer sur l'IA, donc du coup qui vont se retrouver derrière parce qu'en fait une entreprise n'a pas d'éthique à proprement parler. La seule éthique de l'entreprise, c'est l'argent, c'est savoir générer du chiffre. Donc en fait, il faut arrêter de croire que les entreprises ne vont pas se mettre au train de l'IA dès lors qu'elles le pourront. Et dès qu'elles le pourront, eh bien toi tu seras là. Et toi tu auras appris à développer avec l'IA et tu comprendras ce que tu fais. C'est ça le plus important quand on est développeur, putain. C'est de comprendre ce qu'on fait. Et si tu sais ce que tu fais, qu'en plus de ça, tu es capable de le faire 5 fois plus rapidement que les autres, c'est toi qui vas gagner. À tous les coups. Bon, évidemment, j'y reviendrai sur comment devenir développeur junior en 2026. Je t'expliquerai toutes les étapes précises à suivre pour le devenir, évidemment. Mais ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il faut que tu comprennes que la plupart des développeurs sont des feignasses et ne se mettront pas à l'IA. Et donc, du coup, c'est ton opportunité. Et enfin, pourquoi je pense qu'il est encore possible de devenir développeur junior en 2026, c'est que la majorité des développeurs sont des no-name et se prennent pour des rockstars. Pourquoi j'ai dit ça? C'est très simple. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a encore quelques années, il y a encore 2-3 ans, le marché était en chien de développeurs. J'en parlais d'ailleurs dans la vidéo de 0 à 10 000 euros par mois avant tes 25 ans. Et j'en parlais à cette époque-là, le contexte qu'il y avait, c'était en 2023, c'était un contexte où le téléphone sonnait absolument tous les jours, 2 à 3 fois par jour, dès lors que tu te mettais dans les bons job boards. Par exemple, quand moi je me mettais sur Freework notamment, eh bien j'avais mon téléphone qui sonnait 2 à 3 fois par jour pour qu'on me proposait des missions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le marché en 2024, mi-2024, s'est effondré. 2025, c'était le calme plat et fin 2025, il a commencé à reprendre. Et il a repris doucement, il n'a pas repris de masse comme en 2023 ou comme en 2022. Et ce que je veux te faire comprendre par là, frérot, c'est que maintenant, tu ne peux plus te permettre d'avoir la posture de rockstar. C'est quoi être une rockstar? C'est tu reçois 10 propositions par jour. Je sors une bêtise, 10 propositions par semaine plutôt. Et donc, tu as l'embarras du choix. Parce qu'en fait, les entreprises sont tellement en chien de ressources de gens qui savent faire les choses qu'ils sont obligés, du coup, de te donner des beaux avantages, te donner du remote, te donner des bons TJM. Et puis, tu as le choix, tu vois. Donc, tu peux te permettre de dire, ah, toi, je veux pas. Ah, mais toi, je vais dire oui. Ah, toi, tu me proposes quoi? Donc, tu es en position de négocier, là où aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, pour un poste, il va y avoir 30 ou 40 personnes qui vont être dessus. Et c'est ceux qui vont être en capacité d'être le plus visibles qui vont
du coup, obtenir le contrat. Et la majorité des développeurs en France sont des no-name. C'est-à-dire qu'ils vivent leur vie dans leur coin. Ils ont 5 années de retard sur l'IA ou 5 trains de retard si tu veux sur l'IA. L'IA, ils ne connaissent que ChatGPT. Ils ne savent absolument pas utiliser les tools modernes. Et derrière, ces gens-là vont rentrer en compétition contre toi qui est un jeune, donc qui a un esprit qui est encore frais, donc qui est prêt à changer, qui attend juste d'être justement d'être shapé, d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est là où est ta porte d'entrée. C'est là où tu peux gagner. C'est que toi, tu as un esprit ouvert, tu as un esprit prêt à apprendre. C'est là où je veux vraiment que tu arrives à comprendre ça. C'est que au lieu de regarder le négatif, parce que tu sais, des crises dans les métiers, il y en a toujours eu et il y en aura toujours, c'est comme ça. Tu sais, quand l'imprimerie est arrivée, ben, les scribes ont eu très mal. Quand les logiciels de musique sont arrivés, les orchestres ont eu très mal. Et ça a toujours été comme ça tout au long de l'histoire. Et au lieu de maudire l'outil qui va empêcher certains, qui va faire perdre des jobs à certaines personnes, il faut plutôt faire partie des gens qui vont savoir apprendre à utiliser ces nouveaux outils pour pouvoir continuer à évoluer. C'est la loi même de la nature. C'est adapte-toi ou crève. Et ça, c'est vraiment important à le comprendre. Si tu veux pas le comprendre et que tu refuses de voir la vérité en face, par confort, parce que c'est vrai que c'est confortable de rester là où on est, eh bien tu crèveras. Et ça, c'est capital à le comprendre. Comment je deviendrais développeur si j'étais un junior de nouveau en 2026? Parce qu'en 2026, ça ne suffit plus d'être juste un bon développeur. Il y a des mecs parmi vous qui vont écouter ce podcast et qui sont vraiment des bêtes, qui sont des mecs trop forts, qui sont chauds, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Voilà, tu as des mecs à l'époque, ça leur suffisait d'être juste bons dans leur travail. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Moi, ce que je te conseillerais, donc vraiment, je vais me mettre, je vais jouer le jeu pour toi, pour t'aider. Et je vais te dire exactement par où je passerai pour devenir un fucking développeur junior et être recruté d'ici à un an. Parce que tu es jeune au final. T'as quoi? T'as 21, 22, 23 ans? Un an, c'est rien du tout. Alors peut-être que pour toi, vu que tu as vécu moins longtemps que moi, un an, c'est plus que pour moi, tu sais, en termes de relativité. Mais je peux te garantir une chose, c'est qu'un an, ça va passer. Et soit tu décides de faire de la merde, envoyer 50 000 CV et que personne ne te réponde parce que t'es personne, ou soit tu vas décider de suivre mon plan et je peux te garantir que ça va mieux marcher pour toi. Tu as un mec qui a 10 années de recul, qui connaît bien le marché, qui a bossé pour des gros comptes en France, qui a bossé pour des plus petits comptes à l'étranger, etc. Donc je connais le marché, je connais comment les gens fonctionnent, comment les gens parlent et je ne suis pas en train de faire du battage médiatique juste pour obtenir des likes. Alors on va commencer très clairement. En 2026, comment je ferai? Alors, moi, je ne viserai pas d'être juste le développeur average, tu sais, le développeur moyen. Je viserai l'excellence. Et pour viser l'excellence, c'est ce que je te disais, tu dois apprendre comment les choses fonctionnent. Alors, moi, on parle de développeur web, hein. C'est-à-dire que je ne parle pas des métiers de la data, etc. Ça, c'est des autres métiers, mais c'est à peu près les mêmes principes, tu verras. Il faut toujours viser l'excellence. Je vais parler pour un développeur full stack. Alors, j'apprendrai le front et le back en commençant par le front. Voilà, je pars du principe que je ne connais pas grand-chose, je commence par le front. Parce que c'est plus gratifiant mentalement de voir ce que tu fais s'afficher sur l'écran de ton ordinateur. Quand tu codes un bouton, tu vois le bouton apparaître, tu changes sa couleur, tu changes son positionnement, tu mets un titre par-dessus. Alors que quand tu fais du back, alors tu as Postman avec toi pour pouvoir faire tes requêtes et vérifier que ça te retourne bien les données que tu voulais avoir. Mais je trouve que c'est moins gratifiant. Le back est super important dans un second temps pour pouvoir afficher des données à l'avant, dans le front. La seconde chose que je ferai, c'est de créer un projet, un vrai projet évolutif, from scratch. Et là, sur ça, du coup, je ne vais pas pouvoir t'aider grandement en te disant exactement sur quel projet tu dois te lancer. Mais ce que je te conseillerais de faire, c'est de demander à ChatGPT ou à l'IA que tu utilises de te challenger en lui expliquant ton niveau. Tu lui dis, voilà, écoute, j'ai tel niveau, je sais faire ça, 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 ça. Mon objectif, c'est de devenir le meilleur développeur full stack possible. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Et quand tu as fait ça, eh bien, tu laisses ChatGPT te répondre et tu lui demandes de bien évidemment te faire un projet, de lui dire voilà, je veux que tu me fasses une proposition de projet où il y aura du front dans un premier temps et puis ensuite il va falloir que je branche du back et un projet étape par étape sur tout ce que je dois apprendre pour devenir le meilleur développeur possible, le plus rapidement possible, en tout cas en quelques mois, quoi.
Et puis après, à toi de voir, selon ton niveau, selon ta façon d'intuiter, selon ton niveau actuel aussi, hein, ça c'est important, eh bien, tu arriveras rapidement ou non à devenir un développeur qui comprend ce qu'il fait. Et ça, je peux te jurer que j'ai vu des développeurs qui avaient 7 ou 8 ans d'expérience, qui ne comprenaient que dalle à ce qu'ils faisaient, hein, d'accord, ils faisaient que du copier-coller de Stack Overflow. Et t'en as d'autres qui avaient 3 4 ans d'expérience et qui étaient des putains de génies, qui savaient exactement ce qu'ils faisaient, qui savaient exactement où ils allaient. Une fois que ChatGPT t'a donné toutes les étapes précises pour construire ce projet from scratch, et donc du coup toutes les étapes que tu vas devoir suivre, tu prends sa réponse, tu la copies sur tes notes ou sur ton Notion, peu importe, pour pouvoir garder une mémoire de ce que ChatGPT t'a proposé. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait le problème c'est que dans une discussion, on a tellement tendance à dériver avec l'IA. Typiquement, il va te dire voici en 15 étapes comment construire l'application que tu dois construire. Et bien là, tu as noté les 15 étapes qu'il allait falloir suivre et tu vas commencer à parler de la première. Et quand tu vas commencer à parler de la première, eh bien ça va commencer à envoyer une longue discussion sur la première étape, puis une longue sur la deuxième, puis une longue. Et puis ensuite, à la fin, tu n'arriveras plus à remonter toutes les étapes que ChatGPT t'avait données au départ, donc ça risque de foutre le bordel. Pour plus de confort, déplace toutes les étapes dans un fichier note ou dans un Notion, si tu as un Notion. Généralement, les IA, lorsqu'elles te répondent, elles le font Markdown, donc c'est quand même mieux de le faire sur un Notion qui t'affiche du Markdown par défaut, plutôt que sur Apple Note où c'est vraiment du plain text, hein, c'est du texte brut, donc tu as moins cette structure en tout cas de titre, étape 1, titre, étape 2, etc., etc. Ensuite, tu lui donnes chaque étape et tu lui demandes de te détailler l'exercice que tu as à faire avec les explications. S'il y a des points où tu vas bloquer, où tu ne vas pas comprendre, demande le contexte. Pourquoi? Donne des exemples du réel. Quelle analogie du réel je peux faire avec ce concept que tu essaies de m'apprendre? Et en faisant ça, tu vas réussir à obtenir une vraie compréhension précise du front et puis ensuite du back et de la communication entre les deux. Et c'est comme ça que tu vas devenir un très bon développeur sur ton premier projet. C'est comme ça que je ferai très précisément. Seconde étape, et tu peux même la faire en parallèle de cette première étape de commencer à apprendre le front et le back et à devenir vraiment le meilleur que tu puisses. Ça doit être vraiment ton seul et unique focus si c'est ça le plan carrière que tu t'es donné. Eh bien, c'est d'être visible au maximum. Documente ce que tu apprends et ce que tu fais. Alors ça, tu peux le faire sur Twitter. Il y a une énorme communauté de builders de projets. Donc là, ça va plus être des gens qui sont plus dans l'action que dans l'apprentissage du code. Mais il y en a. Et donc du coup, c'est des gens qui savent ce que c'est que coder. Par exemple, je pense aux communautés sur X de Build in Public, qui sont une excellente communauté, Indie Hackers, etc. C'est vraiment un monde à part où tu as des mecs qui font que construire des applications. Tu en as certains, ils en construisent 10 ou 12 par an. Et ils tentent de lancer ça sur Product Hunt, ils tentent de faire connaître leurs produits pour espérer toucher l'argent de Stripe pour avoir les 10K par mois que Yomi Denzel te propose avec sa formation sans aucune compétence au passage. Bon, cette petite crotte de nez, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi le faire sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tu peux commencer à connecter. Ce qui est bien, c'est qu'avec LinkedIn, même si c'est le réseau du Shaitan, tu peux toujours trouver des développeurs et commencer à connecter avec eux. Et des développeurs qui sont dans la même démarche que toi, c'est-à-dire de se rendre visible. Ok? Ce que tu peux faire, c'est justement aller suivre des développeurs. Et tu leur donnes de la force. Il faut que tu deviennes the comment guy, le mec des commentaires. C'est-à-dire tu commentes ce que les mecs font. Ils vont partager leurs projets, leurs progrès, etc. Toi, tu arrives, tu commentes, super, cool, etc. Tu essaies de construire un peu tes réponses de temps en temps pour pas que ça paraisse bizarre, tu vois ce que je veux dire. Mais en faisant ça, tu vas faire ramener de la lumière vers toi de mecs qui sont aussi des développeurs et potentiellement des recruteurs. Tu en as certains qui vont être des CTO, des CEO, etc. Et qui vont venir sur ton profil, visiter ton profil. Ah tiens, ce mec-là. Mais tu vois, si tu n'avais pas commenté, les mecs n'auraient pas su que tu existais. Et donc là, en faisant ça, les mecs vont venir sur ton profil. Et c'est là où c'est vraiment important pour toi d'être régulier. Partage ce que tu fais. Voilà, aujourd'hui, j'ai implémenté le module d'authentification sur mon application. J'ai utilisé tel truc de technologie de React, etc. Tu expliques les concepts que tu as appris, etc. Au début, tu vas parler dans le vide. Hein. Tu vas parler dans le vide. Hein. C'est-à-dire, tu vas avoir 3 followers, un peu comme moi avec rien à battre. Tu vois, au début, tu parles un peu dans le vide. Mais petit à petit, c'est pas grave. Tu te dis que tu fais pas ça pour la YouTube Money ou tu fais pas ça pour la LinkedIn Money si tu veux. Hein. Tu fais pas ça pour devenir le prochain Squeezie. Tu fais pas ça pour devenir le prochain Gotaga. Tu fais ça pour que de potentiels recruteurs ou de potentiels clients voient le travail que tu fournis, te voient sérieux, te voient régulier.
Et rien que le fait d'avoir connecté avec des gens, d'avoir discuté avec des gens, c'est ce qui va faire que des opportunités vont se créer. Parce qu'un jour, tu vas peut-être liker le post d'un mec, d'accord? Tu vas peut-être liker le post d'un mec comme ça, qui en fait, il s'avère que ce mec-là bosse dans une entreprise qui recrute des développeurs en alternance ou des développeurs juniors en début de carrière. Il va venir dans ton profil, il va te voir super actif, il va voir que tu comprends ce que tu fais, il va voir ce que tu construis. Et c'est ce qui va faire que le mec va dire, punaise, on cherche un profil comme le tien, dynamique, un mec qui peut dynamiser la boîte, qui sait coder avec de l'IA, etc. Et c'est ce qui va faire que toi, tu vas être recruté en début de carrière, contrairement à un mec qui est une rockstar, qui se prend pour le roi du monde, qui ne maîtrise pas l'IA parce que tu comprends, l'IA, c'est méchant, d'accord? L'IA, c'est très méchant, c'est là pour tous nous détruire, et qui ne va en plus même pas se faire voir, tu vois? Et lui, il ira se faire mettre, c'est ce qui, c'est ce qui va lui arriver, tandis que toi, tu vas être recruté. Et c'est pour ça que je te dis vraiment, tu t'en branles de parler dans le vide. Le plus important, c'est d'être présent, c'est de commenter. Voilà, chez les autres mecs qui font ça aussi, qui ont déjà commencé à se créer une petite audience, etc. Et progressivement, petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, tu vas commencer à avoir des retours, des gens qui vont te suivre, des gens qui vont liker ce que tu fais, pareil, qui vont te donner de la force. Et c'est ce qui va faire que tu vas être visible. Ok? Ça, c'est super important. Sois visible. Aujourd'hui, l'économie de maintenant, c'est qu'on voit ta gueule. C'est ça l'économie d'aujourd'hui, c'est de se constituer une audience. Et ça, c'est la base de tout. Si tu es invisible, tout va être beaucoup plus difficile. Il va falloir que tu prouves ta valeur. C'est trop compliqué. Donc, investis énormément de ton temps sur la visibilité. Il faut qu'on puisse te voir, frérot. Ça, c'est super important. Donc, moi, c'est ce que je ferai. Je parle dans le vide des semaines et des semaines, des mois et des mois. Je fais 4 publications par semaine. C'est pas grave. Pendant un temps, ça va rien se passer. Mais semaine après semaine, mois après mois, je vais commencer à avoir des petits retours, etc. Et dès lors que je vais avoir des gens qui vont venir sur mon profil, etc., et bien c'est à ce moment-là que je vais réussir à du coup choper potentiellement des entretiens pour ensuite choper mon premier CDI. Et une fois qu'en tant que junior que j'ai mon premier CDI, je fais en sorte de rester 2 à 3 ans dans cette boîte. Soit je passe en freelance ensuite pour pouvoir vraiment gagner vraiment de l'argent, ça obligatoire pour moi. Soit je passe sur une autre boîte avec un CDI plus intéressant. Bref, il y a toujours des choses à faire. Mais il faut être visible. Et enfin, il faut que tu te crées un portfolio. Un portfolio, qu'est-ce que c'est? C'est rassurant pour les gens qui veulent travailler avec toi. Moi, ça me fait rire. Je vois des développeurs juniors qui arrivent et qui me disent, mais tu sais, Tim, c'est compliqué, le marché est complètement fermé, j'ai postulé à 600 offres, personne ne m'a répondu. Mais oui, mais personne te connaît. Personne te connaît, tu connais personne. T'as rien à prouver. Tu vois ce que je veux dire? T'as rien qui prouve que tu as un bon profil. Il n'y a rien qui prouve que tu as un bon profil. Mets-toi à la place d'un recruteur, d'un mec qui reçoit 100 candidatures comme la tienne. Le mec, t'imagines, il voit ta candidature, déjà, elle est sûrement filtrée par les ATS. Le mec voit ta candidature. Qu'est-ce qu'elle a comme plus-value par rapport aux 100 autres trous du cul qui ont postulé aussi? Ben, rien du tout en vérité. Et c'est là où tu dois te montrer intelligent. C'est que toi, au lieu de n'avoir rien du tout dans ton CV, mis à part une vieille expérience où tu as réparé l'ordinateur Windows XP de ta grand-mère, eh bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à créer ton portfolio. Alors, je te parlais de ce premier projet qui va t'apprendre la communication entre le front et le back, qui va t'apprendre le front, qui va t'apprendre le back. Eh bien, tu vas monter 4 projets from scratch. Alors, tu fais ton premier projet. Une fois que ce projet est fait, tu passes sur 4 autres projets, enfin, plutôt sur 2 à 3 autres projets, parce que tu feras 3-4 projets from scratch, pour commencer à remplir ce portfolio et continuer à apprendre. Et demande vraiment, je te dis, ChatGPT ou Gemini ou autres sont tes meilleurs amis à ce niveau-là sur ton parcours de jeunes développeurs. C'est vraiment demande-lui pour chaque projet apprendre des nouvelles façons de faire. Ensuite, très important aussi que j'ai oublié de mentionner, je le mentionne maintenant pour ne pas oublier de te le mentionner. Choisis une techno front, une techno back. Demande à ChatGPT de te dire quels sont les meilleurs combos de techno à utiliser. React avec Python pour tout ce qui va être technologie IA, etc. Enfin, interface IA. Tout ce qui va être Angular, Java, pour ce qui va être plus du legacy, c'est-à-dire des grosses entreprises bien établies, quand tu veux choper un CDI longue durée avec une très grosse boîte qui avance très lentement. Tout va dépendre de ta façon d'être. Si tu veux des challenges,
tu vas plus te diriger vers du React ou du Vue. Si tu veux vraiment pouvoir choper un bon emploi, une bonne mission qui va être de longue durée et que c'est pas forcément ta passion, Angular, Java, super stack. Mais demande à ChatGPT de t'aider à trouver la bonne stack et celle qui va te permettre d'avoir les opportunités que tu désires le plus avoir. Ça, c'est vraiment le truc le plus important, même pour la data, pour les gens qui veulent faire de la data ou autre. Pareil, demandez quels sont les technos sur lesquels vous devez vous lancer pour créer vos projets avant de commencer à créer vos projets. Je vous le place là, c'est super important, faites-le. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez trois quatre projets que vous avez développés vous-même. Une fois que vous avez ces trois quatre projets que vous avez développés vous-même qui sont dans votre portfolio et qui sont disponibles en ligne, vous pouvez déployer vos projets littéralement gratuitement sur netlify.app. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Me dites pas, ouais, j'ai pas d'argent pour le nom de domaine ou je sais pas quoi, ta gueule. Tu peux déployer tes projets gratuitement sur un monprojet.netlify.app. Et tu peux du coup mettre ces adresses-là dans ton CV et dire que tu as développé ces plateformes-là. Une fois que c'est fait, tu les as mis dans ton portfolio, tu vas utiliser ces quatre projets pour offrir des projets contre recommandation. Alors, je sais ce que les Français pensent de ça. Oh, that's horrible. Oh, c'est horrible. Tu vas aller vendre ton cul. Tu empêches des gens de manger parce que toi, tu proposes tes services gratuitement. Oui, mais c'est pas gratuit. Je m'explique. Effectivement, tu vas pas être payé avec de l'argent tout de suite. On est d'accord. Par contre, tu es payé en recommandation. C'est très important quand on démarre de pouvoir avoir des gens qui attestent de la qualité de ton travail. C'est giga essentiel. Parce que du coup, ces gens-là vont être garants du travail que tu fais. Et évidemment, ces gens-là n'auraient peut-être pas forcément accepté que tu bosses pour eux si tu n'avais rien à leur présenter de ce que tu sais faire. Et c'est en ça que tes quatre projets que tu as créés, enfin tes trois quatre projets que tu as créés, vont servir. Ils vont servir à donner de la crédibilité dès lors que tu vas aller dans les groupes Facebook pour proposer tes services. Et donc là, tu as des gens qui vont te contacter, voilà, j'aimerais faire telle plateforme, tel machin, tout ça et tout. Voilà, tu dis, moi je suis en capacité de faire ça. Et attention, par contre, très important, si les gens ne te payent pas, tu leur fais pas de nom de domaine, à part s'ils payent eux-mêmes et ils avancent les frais pour le nom de domaine. Ça, c'est très important. Tu dis, moi, je peux vous faire telle plateforme, etc. Après, si vous voulez qu'on déploie ça sur un nom de domaine personnalisé, etc., là, par contre, c'est notre offre. Et là, par contre, ben, tu factures tes services. Très important. Donc, tu vas démarcher des gens. Donc, tu fais trois quatre projets, encore une fois, pour des recommandations. Ok. Ça va te prendre plus ou moins de temps. Là, entre tout ce que je vais te dire, tu auras passé au moins une année, je pense. 6 mois à un an, selon ta rapidité, selon ta vélocité, selon ta capacité à aller démarcher, etc. Tout le monde est différent. Il y en a qui vont le faire en 6 mois, d'autres en un an, d'autres en 2 ans. C'est pas grave. Pendant tout ce temps-là, tu es en train d'apprendre. Et il ne faut pas avoir peur d'aller te retrousser les manches dans des jobs alimentaires en attendant. Ok. Super important. Donc là, à la fin de tout ça, tu vas te retrouver avec un portfolio de 6 à 8 projets. Et donc, tu auras, allez, peut-être trois quatre recommandations en plus de ça à ajouter à ton portfolio. Donc, des vrais témoignages clients. Et donc, tu vas utiliser ces 8 projets de ton portfolio pour enrichir ton CV. Donc, du coup, tu vas pouvoir les enchaîner, ces projets, les mettre dans ton CV, dire ce que tu as fait précisément, les stacks que tu as utilisés, tous les outils que tu as utilisés, et t'inscrire dans des job boards comme Freework, t'inscrire sur HelloWork, toutes ces plateformes-là pour être contacté par des ESN. Donc, les ESN, c'est des acteurs principaux dans le monde de l'IT. Malheureusement, on ne peut pas y couper. Les ESN, pour ceux qui ne savent pas, c'est des entreprises qui viennent se mettre en middleman entre toi et le gros compte qui peut te recruter. Typiquement, tu veux bosser pour la Société Générale, tu vas avoir une boîte comme Capgemini, je te sors une bêtise, hein, c'est un exemple, qui est une ESN qui va, elle, avoir le droit de faire rentrer des gens chez Société Générale. Toi, c'est très compliqué d'y rentrer, mais eux peuvent te faire passer par leur boîte pour t'y faire rentrer. Et donc, tu te feras contacter par ces gens-là qui verront que tu as un portfolio qui est vraiment rempli avec les bons mots-clés. Moi, je te conseille de mettre de l'argent de côté pour payer des spécialistes en édition de CV, des CV qui peuvent passer les ATS. Renseigne-toi sur la personne que tu vas payer pour te faire ce CV afin qu'il passe les ATS et qu'il mette vraiment en valeur ton parcours. Et une fois que tu as fait ça, normalement, tu vas commencer à avoir quand même pas mal d'expérience et pas mal de choses. À ce moment-là, tu devrais commencer à recevoir des offres intéressantes. Et donc, ce sera à toi d'arbitrer si tu décides de déménager ou non pour pouvoir enfin devenir un développeur junior renforcé à l'IA en 2026, voire en 2027, étant donné que tu écoutes ce podcast en 2026. Ce que je veux que tu comprennes, et ça va être ma conclusion, c'est que, en vérité, de tout temps, il y a des bousculements. De tout temps, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? La personne qui gagne, c'est pas la personne qui refuse de s'adapter, mais c'est celle qui s'adapte.
Il n'y a pas de mauvais choix. Je vais te donner un exemple. Je discutais avec un frérot, j'étais en call avec un frérot il n'y a pas si longtemps, il va se reconnaître. Je ne dis pas son nom, je vais juste dire son pseudo Harry. Voilà, tu te reconnaîtras. On discutait ensemble et il me parlait qu'il avait envie de faire une carrière qu'il avait commencé il avait commencé des études dans le web design. Et en fait, il me disait, ouais, je sais pas, il y a peut-être pas d'opportunité dans le web design. J'ai l'impression que n'importe qui pourrait prendre un Figma et en 15 minutes faire ce que nous on sait faire. Du coup, je songe plus à devenir développeur. Et je lui avais dit, frérot, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est ta vocation, si c'est un métier que tu aimes, tu ne devrais pas t'empêcher de le faire. Alors évidemment, si tu me sors que ton métier favori, ce serait ben, en fait je sais pas, c'est une connerie qui vient en tête, mais si ton métier ne rapporte rien, évidemment qu'il faut que tu réfléchisses, que tu revoies peut-être tes ambitions. Par contre, si ton métier, c'est un métier où il y a des gens qui gagnent de l'argent, il y a des gens qui se mettent bien, eh bien même s'il y a eu des chamboulements dans ce métier à cause de nouveaux outils qui sont arrivés et qui décuplent la productivité de profils seniors, eh bien il faut que tu te dises, il te suffit juste de devenir le meilleur dans ce que tu fais. Alors je te dis, il te suffit juste. C'est compliqué, c'est pas simple. Mais quelqu'un qui est visible, je suis désolé si vous entendez des bruits derrière, les frérots, hein, j'enregistre à la maison, j'ai des enfants. Donc bon, vous entendez des bruits derrière. Mais bref, ce que je veux vous dire par là, les frères, c'est aujourd'hui, si vous êtes excellent dans le travail que vous fournissez, si vous êtes visible, excellent et que vous réseautez, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne trouverez pas un job stylé ou une mission en tant que freelance qui soit stylée. Que vous soyez junior, que vous soyez entre deux ou que vous soyez senior, vous n'aurez aucune difficulté à trouver des missions ou CDI, peu importe, si vous êtes bon et si vous êtes visible. C'est les deux, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste être bon, parce que si j'étais juste bon, eh ben, comment je peux savoir que tu es bon? Tu vois ce que je veux dire? Si personne ne te connaît, ben, en fait, tu ne seras pas recruté. Par contre, si tu es bon et que tu es visible, le monde t'appartient, littéralement. Donc tu dois travailler sur ces deux aspects. Tu dois travailler sur devenir bon dans ton métier et être visible. Pourquoi je dis ça? Parce que le mec qui sait juste être visible, qui sait juste réseauter, va obtenir des jobs comparé au mec qui est bon. Mais le problème, c'est que ce mec-là va vite se retrouver sur la touche dès qu'il va rentrer en mission, dès qu'il va rentrer dans un travail. Parce qu'on va lui demander de faire du vrai code, de s'adapter à des vraies bases de code qui existent depuis longtemps. Et donc, vu que tu n'as aucune expérience et que tu es mauvais, eh bien, automatiquement, on va vite se rendre compte que tu es une fraude. Et même toi, tu vas mal te sentir durant ta mission. Et ça va faire que ta mission va mal se passer. Néanmoins, si tu es bon, juste ce qu'il faut, eh bien, peu importe la mission dans laquelle tu rentreras, tu vas faire ton boulot proprement, même si ça prend du temps à apprendre, c'est normal, etc. Mais étant donné que tu connais beaucoup de gens, que tu as réseauté, que tu t'es montré visible, etc., eh bien, les gens te feront confiance d'emblée. Et c'est ça la vraie carte à jouer. C'est ça la chose à comprendre. C'est que de tout temps, ce qui a marché, c'est la cooptation. Et comment tu peux être coopté? Tu peux être coopté en te montrant bon dans ce que tu fais. Il n'y a que comme ça que ça marche et en te montrant visible. Dès lors que tu fais ça, tu peux choisir n'importe quelle carrière, barbeur. Je parle beaucoup de barbeur, mais j'y songe. Bref, tu peux devenir barbeur, boulanger, peu importe, tant que tu es visible et que tu sais réseauter et que tu es bon dans ce que tu fais, eh bien, tu ne connaîtras jamais le chômage, même si tu démarres. Et pendant que tous ces développeurs vont se plaindre que la vie est injuste, qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail et qui vont se terrer juste en trouvant des excuses, eh bien Tim, lui, il s'agrippe à ses ballons, on s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck parce que Tim n'en a rien à battre. Salut les frérots, à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez et téléchargez Discipline Éternelle pour être des bombes atomiques en cette année 2026, des bombes de discipline. Je vous embrasse, ciao.